Bienvenue à tous au sommaire de l'actu, mise en place d'un accompagnement éducatif au collège de Reichshofen, direction d'Ambar pour la sortie prochaine d'un ouvrage consacré aux écoles, l'inauguration de l'expert-hydrome à Niederbronn-les-Bains, petit cours de jardinage sur les avantages du compostage, et pour ouvrir cette nouvelle édition, présentation de la société Vossloh et de son partenariat avec l'Irlande. Appareils de voie, système d'aiguillage et de signalisation pour les chemins de fer, métro ou tramway en France et dans le monde, telle est la spécialisation de l'entreprise Vossloh, dont le principal département se situe à Reichshofen. Reichshofen est un site majeur, un site important puisque nous sommes sur une superficie de 10 hectares de terrain avec 24 000 m² de bâtiments couverts où travaillent actuellement presque 200 personnes avec un bureau d'études important. Si la SNCF possède sa propre entreprise d'appareils de voie, une collaboration s'est instaurée avec l'entreprise Vossloh, notamment en ce qui concerne l'innovation technologique. Si vous prenez la ligne SNCF de très grande vitesse récente sur le TGV Est, sur cette ligne se trouvent 100 appareils de voie de technologie très grande vitesse. Sur ces 100 appareils, Vossloh Cogifer a produit 50 appareils et la SNCF a produit les 50 autres. Mais la technologie est exactement la même et ce sont nos bureaux d'études qui sont à l'origine de la technologie de ces appareils-là. Vossloh Cogifer, c'est aussi 22 filiales de par le monde et un concurrent de taille. Il y a deux grandes entreprises qui se partagent, je dirais, 80% du marché. Mais nous avons grandi, je dirais, ces dernières 20 ans et puis on compte bien dépasser nos concurrents sur le plan du chiffre d'affaires puisque cette année nous escomptons 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Vossloh Cogifer SA. Car actuellement le marché se porte plutôt bien pour Vossloh Cogifer qui vient de concrétiser un contrat cadre de 3 ans avec l'Irlande. Et ce que nous réceptionnons aujourd'hui, c'est une toute nouvelle génération d'appareils de voie pour l'Irlande parce que actuellement tous les appareils en Irlande sont posés sur des traverses en bois qui sont réalisées dans une essence africaine de l'azobé qui est produite en Côte d'Ivoire et au Gabon. Mais maintenant, nous avons, après des démarches de marketing, on a réussi à convaincre notre client de passer à la traverse béton, qui est en France relativement récente également, puisque les premiers appareils de voie sur traverse béton ont été réalisés au début des années 80. Outre un intérêt écologique, la traverse béton présente également l'avantage d'une durée de vie bien supérieure au bois. Ce 22 octobre, un expert indépendant était présent sur le site pour vérifier la conformité des aiguillages au millimètre près. Il travaille ici sur un autre produit de haute technicité, un appareil de voie de 137 mètres de long. C'est une grosse étape parce que les contrats cadres ils durent en général 3 ans et dès que nous renouvelons un contrat cadre, nous sommes obligés de faire des improvements comme on dit avec les Irlandais, c'est-à-dire de faire bénéficier les Irlandais de technologies toujours meilleures. Et à la fin de la semaine, tous ces appareils de voie ont été démontés pour être transportés par bateau via le port d'Anvers en Irlande. 16h30, c'est l'heure de la sortie des cours au collège Françoise Dolto de Reichshofen. Le portail se referme sur les derniers départs, mais dans l'enceinte de l'établissement, certains ont décidé de jouer les prolongations. Entre son travail à rendre pour le lendemain et les activités extrascolaires comme la culture, le sport ou le civisme, les élèves peuvent ainsi jusqu'à 18h30 découvrir l'école autrement. Expérimenté dans un premier temps en zone d'éducation prioritaire, cet accompagnement éducatif s'est généralisé cette année à tous les collèges de France. Encadré par différents intervenants du milieu scolaire ou de l'extérieur, cette méthode plutôt ludique est-elle accessible pour autant à tous ? N'importe quel jeune peut venir adhérer aux ateliers. Alors pour différentes raisons, soit par goût parce que l'atelier lui convient, soit parce qu'il a envie de faire ses devoirs ici, soit parce qu'aussi les parents souhaitent le laisser à l'école un peu plus longtemps. Rester plus longtemps en cours, une idée insupportable pour certains, et pourtant derrière cette réflexion se cacheraient de vrais avantages. Mais alors l'accompagnement dans l'aide aux devoirs, serait-ce ça la clé de la réussite en classe ? C'est un travail moins individuel que dans le reste de la journée, et puis c'est plus détendu. Et puis on aborde des sujets plus variés, sans la contrainte de la note, et en même temps on prépare son travail pour le lendemain. Pour Ludovic, la comparaison entre les devoirs à l'école et à la maison est toute faite. Ici, on réussit mieux à faire ses devoirs que chez soi si on n'a pas d'aide. Parmi les différents ateliers proposés aux jeunes, il y a celui du Brésil, du secourisme, et pour l'équipe enseignante, pas question de s'arrêter là. On se situe à Reichshofen. Et là, on va faire un point en fin de trimestre
pour poursuivre les activités au deuxième trimestre et voire même faire évoluer le dispositif vers d'autres activités, comme par exemple l'aide en troisième, préparation à l'examen, passage en seconde, une aide en français, en maths, peut-être en langue aussi, donc des choses plus précises alors pour les troisièmes. Il est vrai que pour certains élèves, la distance du domicile et la disponibilité des parents restent un frein à la pratique de l'activité. Mais pour autant, les premiers retours s'avèrent être plutôt encourageants. Toi t'enlèves, toi. Après La vallée du Schwarzbach au fil du temps, publié en 2000, l'association APRORES s'est remis à l'ouvrage pour se pencher sur l'histoire des écoles de la vallée. Ponctué d'anecdotes, de photographies et de documents locaux, ce livre aborde également l'histoire plus générale de l'instruction en Alsace. Donc c'est un ouvrage qui est double, qui a un intérêt pour les habitants, pour les gens, mais qui a un intérêt aussi pour tous les Alsaciens, puisqu'on resitue systématiquement cette histoire de l'école à travers les événements politiques, historiques de l'Alsace. Vous avez un chapitre qui traite par exemple de l'école allemande. Les écoles d'Alsace ont été plus qu'ailleurs tributaires des changements de nationalité, de régime, des conflits religieux ou politiques. Celles de la vallée n'ont pas été épargnées. Et il a été installé un orphelinat pour accueillir effectivement les plus pauvres, les plus déshérités, les orphelins, de façon à leur permettre effectivement d'accéder à l'instruction. Donc ce qui est troublant et intéressant, c'est qu'au sein effectivement d'un village comme Dambach, vous aviez quand même déjà un certain nombre de préoccupations. 4 années de collecte photographique auprès des habitants, mais aussi de recherche aux archives départementales ou municipales, ont permis de lire le passé sous un jour nouveau. Oui, on a appris beaucoup de choses. On a appris qu'à l'époque, les curés, les instituteurs et les maires ne s'entendaient pas toujours très bien. Souvent, c'était le curé qui avait quand même raison. Et du côté des petites anecdotes, il y en a une, elle n'est pas tellement connue, c'est l'histoire du fameux Kaiser Balthasar. C'était un marginal qui vivait dans la cour d'école de Neuenhofen. Il y en a d'autres sur l'école de Dambach, à l'endroit où elle a été construite. Mais tous ces détails, on vous laissera le plaisir de les lire dans ce livre. L'ouvrage aborde également une série de thématiques autour de l'école, telles que les activités scolaires, les méthodes et les matières enseignées, en remontant le temps jusqu'aux classes actuelles. Photos et témoignages d'enseignants ponctuent la fin de l'ouvrage. Actuellement en cours d'impression, une souscription est déjà ouverte pour ceux et celles qui souhaitent commander l'ouvrage à prix réduit avant sa parution prévue pour Noël. Un petit matin sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains. Une épaisse brume recouvre la vallée et malgré ce temps plutôt automnal, ceci n'a pas découragé les nombreux invités venus à l'inauguration de l'expéridrome. Situé à 2 pas du cimetière militaire franco-allemand, ce site rassemble désormais 3 maisons du néolithique. Plus de 2000 heures de travail et un budget avoisinant les 70 000 € ont été nécessaires à sa réalisation. Un espace qui présente également les outillages et poteries de l'époque, et pour en arriver là, l'équipe du projet, composée essentiellement de bénévoles, ont dû batailler dur dans la mise en place de l'ensemble pour respecter au mieux le cahier des charges de l'époque. Et au final, quelles en sont les premières impressions ? Soulagé, pardon. Non, soulagé. Non, je disais ça avec un certain humour, soulagé, parce que, bon, effectivement, ça s'est bien passé. On est très contents, hein. Et puis apparemment, effectivement, les gens sont réceptifs et tout. Et ça, je suis ravi. Ça veut dire que quelque part, le projet a sensibilisé le public. C'est notre premier public, c'est l'inauguration. Si déjà celui-là est sensibilisé, je pense que c'est plutôt de bon augure. C'est pour ça que je disais soulagé. Un événement majeur est malheureusement venu perturber l'avancement du chantier en février dernier. Un incendie d'origine criminelle qui avait détruit une partie de la structure, un sinistre qui avait très endeuillé les différents acteurs du chantier. C'est vrai que ça nous a donné plus de punch pour reconstruire, remettre et montrer qu'on ne s'est pas laissé abattre par cet incendie criminel. Aujourd'hui, ce site conserve encore les stigmates de ce sinistre. Je crois que le fait d'avoir marqué l'histoire récente de la maison a satisfait beaucoup de monde, parce que ça permet effectivement de raccorder à tous les problèmes de notre époque, citoyenneté, environnement, tout ce que vous voulez. Et ça, je crois que c'est une excellente chose, parce que dans ma tête, c'est le but, de toute manière.
À présent, de nombreux écoliers d'Erxheim, ville d'Outre-Rhin jumelée dans ce projet, et les écoles du secteur devraient maintenant parcourir l'expéridrome et découvrir ainsi une page de l'histoire de ce qui s'est déroulé il y a des milliers d'années. Déchets de cuisine, de jardin ou ménagers, saviez-vous que notre poubelle contient en moyenne 30% de déchets organiques ? Ce qui est moins connu est que ceux-ci sont recyclables. Ils peuvent être transformés en un terreau fertile, le compost. Corinne Bloch, du Centre d'initiation à la nature et à l'environnement de Münchhausen, anime actuellement conférences et ateliers pratiques sur le compostage. Si je prends autant de terre de votre jardin, une bonne terre bien fumée, ou alors du compost, j'ai là-dedans plus d'êtres vivants qu'il y a d'habitants humains sur la planète. 5 éléments entrent dans la composition du compost. Des déchets verts, des déchets bruns tels que des feuilles mortes, de l'air, de l'eau et de la terre. Sous l'action de micro-organismes, ces matières se transforment en l'espace de quelques mois en un terreau fertile. Afin d'alléger le poids de sa poubelle, le compostage se présente alors comme une solution gratuite et utile. Action soutenue par la communauté des communes du pays de Niederbronn, à l'issue de chaque conférence, les personnes intéressées pourront acheter un composteur à prix réduit. Sachez aussi que si vous vivez en appartement, des solutions existent pour pratiquer le compostage sous certaines conditions. Les prochaines conférences auront lieu le 28 octobre à Oberbronn, le 4 novembre à Rothbach. Pour le programme plus complet, vous pouvez consulter les pages infographiques de TV3V ou vous renseigner auprès de la communauté des communes. Des déchets valorisables par le tri sélectif à l'enfouissement de déchets ultimes, notre magazine de septembre vous a offert un aperçu de la gestion des déchets ménagers dans notre collectivité. Nous poursuivons cette semaine notre enquête pour mieux comprendre les solutions existantes au traitement des déchets. Petit voyage dans les filières de recyclage de notre région avant de dresser un bilan sur les produits d'emballage. Face aux limites écologiques que présentent l'enfouissement ou l'incinération des déchets, certaines entreprises ont bien compris l'enjeu et l'avenir des activités de recyclage. C'est le cas de l'entreprise Transmetaux à Mertziller. Entreprise familiale de récupération fondée en 1947, son activité n'a cessé d'évoluer, rythmée par les fluctuations de notre société productiviste. Depuis les années 50, l'entreprise est passée de 6 à 22 salariés. Dans les années 50, 60 et 70, ça s'était plutôt transformé en recyclage de métaux parce que c'est des années où on a un peu négligé tout ce qui est carton, plastique et bois, on négligeait ça, on jetait ça à la poubelle, on avait assez de ces produits. Dans les années 70-80, on a recommencé à recycler du carton et c'est dans les années 90 on a vraiment repris le recyclage des matières premières et de tout ce qui est déchets revalorisables. Une évolution qui obéit à une simple problématique. Nous avons toujours besoin de plus en plus de matières premières. Des matières premières minérales, on en trouve de moins en moins. Et tout ce qui est plastique, déjà, ça provient d'un produit qui s'appelle pétrole et qui devient de plus en plus cher. Donc, essayons de revaloriser ce que nous avons déjà sur place. En outre, certains matériaux sont recyclables à vie. C'est le cas du verre ou de la ferraille qui peut être fondue. Les entreprises de recyclage sont des entreprises d'avenir. Seule entreprise de ce type en Alsace du Nord, Transmetaux collecte et traite essentiellement les déchets industriels banals venant des entreprises du secteur. Les déchets réceptionnés sur le site sont alors contrôlés, puis selon le cas, triés, broyés, déferraillés et conditionnés par qualité.
Petite visite du propriétaire avec Olivier Bastien. Donc là, on a des métaux. Donc c'est des chutes neuves de production qui sortent directement de l'industrie. Et nous, ce qu'on fait ici, c'est on fait juste un tampon, c'est-à-dire on collecte directement chez le producteur. Et une fois qu'on a assez de volume, c'est rechargé dans des semis pour après repartir directement en fonderie. Si la part du métal a baissé dans l'activité de l'entreprise, celui-ci ne faisant désormais que transiter par celle-ci, pour le bois, un important dispositif technique est présent sur le site. Ça, c'est le pré-broyeur, donc le bois est d'abord pré-broyé et déferraillé. Donc là, on a un overbond qui va nous sortir toutes les parties métalliques du bois. Après, une fois que c'est pré-broyé, on passe sur l'affineur, qui est celui-ci. Donc l'affineur, lui, il nous affine le bois en petits copeaux. Et on a en sortie de l'affineur le tas qui est juste sur votre droite. Les copeaux de bois servent essentiellement à la production d'énergie. Une partie du bois propre alimente ainsi la chaufferie collective de Niederbronn-les-Bains. Pour le plastique, la gestion est un peu plus délicate et ambiguë, tous les matériaux n'étant pas recyclés. Oui, il y a le PVC. Le PVC, vous n'arrivez pas à le recycler. Pas tous les PVC, mais celui-là, non. Les plastiques recyclables sont compactés et mis en balles. Donc on a 80% de films transparents et 20% de films de couleur. Ces films-là, après, partent chez des régénérateurs. Ces régénérateurs en font des granules, donc des petits granulats. Et ces granules, après, on les réinjecte pour refaire d'autres matériaux neufs, entre autres du film ou des pièces plastiques. Derniers matériaux traités par l'entreprise, le papier et le carton. Pressés après triage, ils sont prêts à l'export. Les déchets triés et conditionnés entament alors un nouveau cycle de vie. Ils deviennent matières premières secondaires et peuvent être consommés par l'industrie du recyclage. Direction la papeterie Sonoco, située à Schweighouse-sur-Moder. À partir de balles de carton provenant de déchets industriels, mais aussi du tri sélectif de collectivités locales, Sonoco transforme cette matière pour en faire des tubes. Leur usage peut ensuite être très divers, tubes de coffrage, d'emballage ou de conditionnement. Pour cette entreprise, le recyclage s'est imposé comme une évidence. Sonoco a fait ce choix il y a de nombreuses années parce qu'ils se sont spécialisés dans les tubes. Et il est quelque part aberrant de faire des tubes avec des fibres vierges parce que l'utilisation de fibres recyclées permet de faire des produits moins chers avec le même usage. À l'achat de fibres de bois vierge se substitue donc un traitement spécifique de matière recyclée. Nettoyage, traitement chimique pour transformer la matière en une pâte utilisable sur machine. Explication du processus. On va sélectionner les balles de matière première qu'on reçoit, en faire un certain mélange, les mettre dans des cuves avec de l'eau pour en faire une pâte. De cette pâte, on va enlever les impuretés, qui peuvent être des bouteilles plastiques, des films, des morceaux de ferraille. Une fois cette opération terminée, cette pâte va être renvoyée sur une machine qui s'appelle machine à papier, dont le rôle est de prendre ce liquide, d'enlever toute l'eau pour la transformer en une feuille. Et cette feuille est enroulée pour en faire une grosse bobine, dont la taille varie entre 5 et 10 tonnes. Ensuite, le stade suivant est de transformer ces bobines de 5 à 10 tonnes en petites unités qui vont être utilisables par nos clients. Si en recyclant, l'entreprise réalise d'importantes économies sur l'achat de la matière première, le coût de traitement de celle-ci reste élevé en raison des importantes opérations de nettoyage. La matière première qu'on reçoit, en fonction de son origine, a des taux d'impureté et de déchets qui sont très variables. Les matières les plus polluées qu'on reçoit à l'heure actuelle sont les matières qui proviennent du triage des ordures ménagères. Donc c'est le tri sélectif des communes. Depuis la mise en service du tri sélectif en France, en 1992, un organisme vise à accompagner le recyclage à tous les niveaux. Auprès du citoyen, afin de l'informer et de le sensibiliser,
auprès des collectivités locales qui organisent les collectes, auprès des entreprises de recyclage, mais aussi auprès des industries productrices d'emballage afin de promouvoir l'éco-conception. Petit bilan sur les progrès réalisés et les objectifs à atteindre. Tous les matériaux sont recyclables. Prenez l'acier, l'aluminium, les papiers cartons, le plastique et le verre, on peut tous les recycler. On refait aujourd'hui des bouteilles plastiques avec des bouteilles qui ont été recyclées. On refait du verre avec du verre, on refait de l'acier à vie, de l'aluminium à vie. Le papier carton également, on le recycle. Même si le recyclage va progressivement casser les fibres de carton, ça permet de faire plusieurs cycles et différents produits. Donc on a un système en France, une industrie qui sait recycler et qui utilise les produits qui sont récupérés en collecte sélective. Un constat qu'il convient de nuancer. On n'ira jamais jusqu'au petit emballage pour des questions économiques et écologiques, puisque vous dépensez beaucoup d'énergie pour recycler peu de quantité. Il y a un moment où il faut arriver à un équilibre coût-efficacité. Parmi ces produits, les sacs et films plastiques, de même que les yaourts pour lesquels la matière à récupérer est jugée trop faible par rapport aux quantités d'eau ou de vapeur nécessaires à leur nettoyage. Le Grenelle de l'environnement fixe à 75% l'objectif de recyclage à atteindre d'ici 2012. Actuellement, 60% seulement des emballages sont recyclés. Pour cheminer vers cette voie, Éco-emballage mise sur l'éco-conception. Alors l'éco-conception, c'est un travail que font les industriels. Dans la conception de leurs emballages, ils réfléchissent au devenir de cet emballage et donc à sa recyclabilité derrière dans sa conception. Et donc on travaille auprès des entreprises, des PME, pour les aider, pour les former. Et nous intervenons également dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIEC, qui est à Reims et qui forme des futurs ingénieurs en packaging. À ceci s'ajoute une contribution financière, puisque chaque industrie verse à Éco-emballage une somme qui est fonction du poids des emballages qu'elle met sur le marché. Cette somme est alors destinée à financer les coûts liés à la fin de vie de leurs produits. Si en conséquence le tonnage des emballages ménagers a chuté, le CNID, Centre national pour l'information indépendante sur le déchet, souligne un paradoxe. Alléger le matériau conduit souvent à faire des produits plus complexes et donc moins recyclables. La solution resterait alors de réduire au maximum la quantité d'emballage produit à la source. Si le Grenelle de l'environnement pousse timidement les industriels à réagir, du côté des citoyens, un pas vers une plus grande prise de conscience a certes été réalisé. Et si c'était à eux, à nous, de montrer l'exemple par la pratique de gestes simples? Refuser par exemple les sacs plastiques pour privilégier les emballages réutilisables, choisir des produits peu emballés ou préférer des produits durables aux jetables. Outre l'incidence positive des activités de tri et de recyclage sur l'économie et l'emploi, réduire la production de déchets à la source s'impose comme une évidence écologique.